Salut à tous, je suis super content que les questions d'argent vous intéressent. J'ai eu beaucoup de feedback positif et j'aimerais continuer cette fois en parlant d'investissement en bourse parce que c'est là qu'on me pose le plus de questions et j'aimerais pouvoir donner quelques rudiments techniques et moins techniques. Et souvent d'ailleurs l'investissement en bourse, c'est beaucoup de fantasmes, de gens qui pensent que c'est inaccessible, que c'est pour les plus riches, alors qu'en réalité la bourse a été créée en fait pour que le plus grand nombre puisse investir dans les entreprises. Et la bourse a aussi accumulé cette réputation d'être une place où il est un peu facile de s'enrichir. Parce que effectivement, il y a de grands noms, on peut citer Warren Buffett, Ray Dalio ou d'autres qui sont extrêmement enrichis grâce à la bourse. Même si mon objectif ce n'est pas de vous rendre des Warren Buffett, ni moi-même je ne suis pas Warren Buffett, moi, j'aimerais au moins t'expliquer c'est quoi la bourse et pourquoi c'est un excellent moyen d'enrichissement. Et quand je parle d'enrichissement, je parle évidemment de construction de patrimoine sur le long terme. Donc la bourse en fait elle est vieille, très vieille, hein. En XIIIe siècle on avait déjà une version de la bourse à la ville de Bruges ici en Belgique avec voilà, une place marchande qui s'appelle la Terbeurs et qui rassemblait les marchands de marchandises mais également de devises où ils pouvaient très facilement pouvoir échanger avec des cotations ou des semblants de cotations en tout cas à ce moment-là. Des marchandises ou des devises surtout. Ça a attiré énormément de gens du monde entier parce qu'ils pouvaient retrouver n'importe quoi dans cette place et acheter n'importe quelle marchandise un peu partout dans le monde. Et on a même eu des développements en Asie, par exemple au Japon au XVIIe siècle sur les Edo, on a eu ces premiers contrats sur des matières premières ou sur des récoltes de riz et c'est ce qu'on appelle les contrats à terme, ce qui existe encore aujourd'hui et très utilisé en bourse, qui permet à des agriculteurs de pouvoir vendre avant même d'avoir la récolte et donc ça leur permet d'assurer ou de garantir le prix qu'ils récoltent. Ces produits-là, on les retrouve encore de nos jours en bourse. Beaucoup des matières premières qu'on va trouver en bourse, par exemple, sont des contrats à terme. Mais donc aujourd'hui, au-delà du XIIIe ou XVIIe siècle, la bourse est vraiment beaucoup développée et en fait, maintenant, ce n'est plus trop un rassemblement de marchands, mais davantage un rassemblement d'investisseurs. En réalité, un très large public qu'on retrouve un peu partout dans le monde en fait. Et le nombre d'investisseurs continue d'augmenter puisque il est très facile de pouvoir maintenant acheter ou vendre en bourse puisqu'il suffit d'un smartphone, d'une connexion internet et voilà, on télécharge l'application d'un courtier et on peut échanger des actions n'importe où dans le monde. Mais donc les bourses sur cette plateforme, on peut faire deux choses principalement. On peut acheter ou alors on peut vendre des titres. Quand je parle de titres, je parle évidemment d'actions, d'obligations, de contrats à terme, de produits dérivés et plein d'autres choses. Cette bourse, en fait, elle rassemble les ordres d'acheteurs et les ordres de vendeurs. La négociation du prix n'existe pas, l'acheteur ne rencontre jamais le vendeur. Et donc c'est la société de bourse qui, elle, va permettre, grâce à ces ordres, de créer des matchs entre les acheteurs et les vendeurs. Et en réalité, les prix donc affichés par la société de bourse ne sont pas les prix auxquels la bourse vous vend ou vous achète vos titres, mais c'est un prix algorithmique, c'est-à-dire c'est calculé pour vous dire qu'à ce prix-là, il y a suffisamment d'échanges, donc des acheteurs et des vendeurs trouvent entente, si vous voulez, sur les titres. Et bien entendu, tout ça se passe à des vitesses folles. Il y a des systèmes informatiques très élaborés qui permettent de faire ce genre de choses des millions de fois par minute. Par exemple, pour le cas de la société Apple, par exemple pour la société d'Apple, il y a tous les jours presque 100 millions d'actions qui sont échangées sur les marchés financiers. Et dans ces situations, avec des très grands volumes de titres échangés, on dit alors que le titre est liquide, c'est-à-dire qu'il va facilement trouver un acheteur ou un vendeur sur les marchés puisqu'il y a suffisamment de demandes ou d'offres pour qu'à n'importe quel moment vous puissiez vendre ou acheter le titre. Et puis la bourse, en fait, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule bourse. Chaque pays a à peu près une bourse. Aux États-Unis, par exemple, il y a deux bourses principales. C'est le New York Stock Exchange et le Nasdaq. En France et en Belgique, on a aussi la bourse de Bruxelles et la bourse de Paris. Mais ils ont fusionné et la société de bourse qui détient les deux bourses, mais qui détient aussi d'autres, comme la bourse d'Amsterdam, s'appelle l'Euronext. Et donc l'Euronext, c'est en fait une seule bourse qui rassemble aussi bien Paris que Bruxelles. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance la localisation puisqu'aujourd'hui, étant donné que c'est très accessible un peu partout pour n'importe qui dans le monde, on a peu d'intérêt à savoir où se situe la bourse. En fait, ce qui sera important, c'est de savoir dans quelle bourse est listée l'entreprise qu'on cherche. Parce que toutes les entreprises ne sont pas listées dans toutes les bourses. Une entreprise choisit dans quelle bourse elle veut être listée. Par exemple, une entreprise peut très bien dire moi je vais être à New York,
à la bourse de New York parce que là, je suis tranquille et il y a plus d'investisseurs par exemple. Il y en a d'autres qui vont préférer simplement être sur leur marché local et donc on va avoir une entreprise française qui va se lister en France. Mais il n'est pas impossible de trouver des entreprises par exemple belges qui ne vont non pas se lister sur la bourse de Bruxelles mais qui iront directement à la bourse de New York parce que là-bas il y a plus de demandes et plus d'intérêt pour leurs produits. Et évidemment pour ces entreprises il y a aussi des considérations juridiques et fiscales, mais bon, on va pas rentrer dans les détails pour l'instant. Et donc ça c'est pour le fonctionnement général de la bourse. Évidemment ça peut être beaucoup plus complexe puisque il y a encore des chambres de compensation, des plateformes multilatérales qui entrent en jeu, ce genre de choses, mais on va pas aller trop dans les détails pour l'instant, sinon je vais te perdre et il faudrait que quelqu'un regarde la vidéo jusqu'au bout. Alors pourquoi investir dans les marchés financiers? C'est fondamental et c'est important que tu comprennes que il y a des décennies et des décennies et des décennies, voire des siècles de données disponibles et que ces données ont permis à beaucoup d'économistes de pouvoir étudier les retours sur investissement de la bourse. Et évidemment, la bourse c'est très volatile aussi puisqu'il y a eu des hauts et des bas et voilà, il y a eu des grandes dépressions, il y a eu des crashs, mais globalement, sur le long terme, dans des horizons de 30 à 40 ans, la bourse est toujours gagnante, toujours. Et donc le retour moyen sur investissement sur le long terme est estimé, c'est un peu une règle tacite au sein du milieu financier puisqu'il y a plusieurs études qui le valident à plus ou moins 7% par an. Et ça c'est au niveau mondial. Et évidemment il y a des bourses qui vont être plus rapides que d'autres puisque voilà, ça dépendra des entreprises et de leur performance. Et évidemment les entreprises sont dans des économies locales et donc dans des économies locales et voilà, il y a des économies qui performeront mieux dans la prochaine décennie que d'autres. Donc par exemple c'est pour ça aussi qu'on dit que les marchés émergents, ceux comme la Chine ou l'Indonésie ou la Malaisie, vont avoir des marchés financiers très dynamiques puisque ce sont aussi des économies très dynamiques qui croient très rapidement. Donc les entreprises locales qui se listent sur ces bourses-là peuvent avoir accès assez aisément à du financement parce que tout le monde le regarde et on se dit peut-être que c'est là qu'on va avoir un plus gros retour. Mais attention, c'est pas garanti puisque les marchés émergents ont moins bien fait en bourse, par exemple ces dernières années, que les marchés développés. Donc voilà, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et donc ce chiffre de 7% qui peut aller jusqu'à 10% certaines années, voire 30% par exemple en 2019 à New York, ça peut décourager ceux qui pensent que la bourse est un moyen très facile et très rapide de s'enrichir. En réalité, comme je dis, si votre horizon est le long terme, c'est un excellent endroit. Si l'horizon est du très court terme, oubliez la bourse parce qu'il y a plus de risques pour vous que si vous investissiez dans d'autres secteurs comme par exemple l'immobilier ou simplement lancer votre propre business. Et donc sur le long terme, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va profiter évidemment des hausses très fortes sur les marchés financiers et on va aussi profiter des crashs puisqu'on va pouvoir réinvestir davantage durant les crashs. Donc lorsqu'on est dedans sur le long terme, on profitera quoi qu'il arrive de toutes les situations. C'est pour ça qu'il est très important de rester sur le long terme en bourse. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a l'effet de capitalisation. La capitalisation, c'est quoi? C'est un terme économique qui dit simplement que les gains que vous avez générés sont réinvestis pour qu'eux-mêmes puissent générer de nouveaux gains. Et ce, durant toute la période d'investissement. Donc par exemple, si vous investissez 10 000 € à 7%, vous avez l'année qui suit 10 700 et l'année qui suit 11 449. Les 49 autres euros proviennent des 7% sur les 700 € gagnés l'année précédente. Et lorsque l'on met ça sur un graphique, eh bien on voit que c'est une courbe exponentielle qui peut atteindre des sommets incroyables. Et c'est en fait cette courbe-là qui explique la richesse des personnes qui restent sur le long terme en bourse. Pour gagner et atteindre le haut de la courbe, la bourse est un excellent moyen puisque en gardant cette moyenne de 7%, vous êtes plus ou moins confortable sur le sort de votre argent dans le futur. Par exemple, un jeune de 18 ans qui décide de mettre 100 € par mois sur son compte titre investi et qui le fait durant toute sa vie. Il augmente chaque année de 2% ses 100 € par mois pour suivre l'inflation. Donc l'année qui suit, il va mettre 102 par mois, et puis 104, puis voilà, etc. Et au départ, à la pension, à 67 ans, on va présumer que ça reste à 67 ans, même si on sait que ça va encore augmenter, eh bien il obtiendra 640 000 € au moment où il part à la retraite. 640 000 € sur les 98 000 € investis à peu près, ça fait plus de x6. Et tout ça juste en mettant simplement une petite somme tous les mois sur son compte titre qui est investi et il profite donc de l'effet long terme de la bourse. Par exemple, s'il avait fait ça à 25 ans et non pas à 18 ans, eh bien en fait il aurait obtenu un peu moins de 383 000 €. Évidemment, c'est presque la moitié, vous allez me dire, c'est comment ça se fait? Eh bien c'est vraiment juste cet effet de capitalisation. Plus tôt vous commencez à investir, plus importants seront les gains plus tard dans le futur. Évidemment, il faut tenir compte de l'inflation, puisque avec 640 000 €, vous n'allez pas pouvoir faire la même chose dans 40 ans qu'aujourd'hui.
Mais ça restera quand même mieux que de garder son argent qui lui subit l'inflation, c'est-à-dire que quand vous gardez votre argent sur vos comptes épargne, eh bien, si ça rapporte rien, tous les ans les prix augmentent d'à peu près 2%, dans ce cas votre argent sera capable d'acheter moins de choses. Mais bon, ça les chiffres c'était pour le retour sur le marché des actions. Mais l'effet de capitalisation fonctionne également sur à peu près tout, il n'y a pas que sur les marchés des actions. On retrouve aussi en bourse des produits dérivés comme les options. C'est un peu technique, on en parlera beaucoup plus tard, puisque le risque de perdre est quand même beaucoup plus grand. Vous pouvez même dans certains cas perdre tout l'argent investi. Si vous restez sur les actions et les obligations, il y a peu de chances que vous perdiez tout évidemment, sauf si la société dans laquelle vous investissez fait faillite. Alors pourquoi les entreprises font appel à la bourse? La bourse en fait c'est un moyen de financement pour elles. Quand une entreprise va en bourse, elle va créer des actions ou des obligations, des titres, c'est du papier, plutôt digitalisé maintenant, et va vendre ces titres à des gens qui veulent les acheter. Et en fait ces titres représentent quoi? Ils représentent un droit de propriété sur l'entreprise. Donc c'est comme lorsque vous achetez un immeuble et que vous détenez donc une partie de cet immeuble, vous êtes copropriétaire de l'immeuble. C'est un peu la même chose. Les entreprises qui font ça vont donner un droit. Ce droit donne principalement droit à des bénéfices. Donc les profits faits par les entreprises reviennent aux actionnaires, mais c'est aux actionnaires de décider ce qu'ils en font avec. Ils se le reversent eux-mêmes sous forme de dividendes, ou alors ils le laissent dans l'entreprise pour réinvestir et continuer à faire grandir l'entreprise. Et donc à titre d'exemple, par exemple, la société Apple, elle qui est cotée à New York et dans d'autres bourses, a 16 milliards 800 millions d'actions qui circulent sur les marchés financiers. Donc voilà, de quoi relativiser cette idée d'être propriétaire ou copropriétaire. Les obligations, c'est un peu différent, puisque ça aussi, il s'agit d'un titre de propriété, mais non pas donc sur la société, mais sur une partie de la dette de la société. Donc c'est ça un peu qui est particulier, c'est que on ne détient pas de droit au bénéfice, on ne détient pas de droit au capital, on détient simplement une dette, on devient une espèce de super banquier. Donc la société qui va émettre des obligations va s'engager auprès des investisseurs à rembourser le capital et à payer un intérêt sous forme de qu'on appelle de coupon. Et donc ces intérêts sont en général plus favorables pour l'entreprise comparé aux banques, puisque l'intérêt principal pour les sociétés qui font appel aux obligations, c'est d'avoir des taux plus intéressants que s'ils avaient contracté un crédit auprès de la banque. Donc ça c'était un peu les techniques de base. Les obligations restent moins intéressantes que les actions. Les retours moyens des obligations les décennies précédentes étaient plus ou moins autour de 3,5 à 4%, là où les actions sont à 7%. Mais en plus qu'avec aujourd'hui les taux d'intérêt très très faibles, les obligations restent quand même très très faibles et très peu rémunérateurs par rapport aux actions. Et donc sur le long terme, les actions sont plus intéressantes. Les obligations, elles, sont moins risquées puisque les entreprises paieront d'abord les intérêts avant de décider de payer les dividendes. Puisqu'évidemment, payer des dividendes, donc reverser les profits aux actionnaires, n'est pas obligatoire. C'est les actionnaires qui décident eux-mêmes à l'Assemblée Générale. Alors que lorsque vous avez une obligation avec un droit au coupon, c'est fixe, c'est connu, ça c'est obligatoire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, on va parler des manières d'investir en bourse. Et donc abonne-toi à la chaîne pour suivre le deuxième épisode. Et like la vidéo, ça aidera certainement à faire monter cette vidéo et pour qu'un maximum de gens commencent cette série également. À bientôt.